bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle séquence de vlog, parce que je vous avais parlé, je crois dans justement la dernière séquence de vlog précédent, d'un roman audio que je voulais vous présenter et qui était long, très très long. Il s'agit de Le pays du nuage blanc de Sarah Lark, le premier tome dont je vous mets la très jolie couverture juste ici. C'est un roman qui faisait partie de mon abonnement Audible et qui m'intriguait pour plusieurs points. Le premier, c'est parce que ça avait l'air d'être un récit de femmes qui se rapproche un petit peu de ce que fait la maison de Charleston. C'est donc un récit écrit par une femme, d'une femme forte, d'une femme qui va évoluer à travers les époques et qui va aller au-delà de grandes aventures au niveau d'un nouveau pays. Et justement, ça c'est le second point qui m'intriguait parce que ce pays en question, c'est la Nouvelle-Zélande. Et la Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui m'intrigue tout particulièrement, qui me fascine, qui a l'air magnifique et que j'ai tellement envie de visiter, que je m'évade pour le moment à travers des lectures, ne pouvant aller faire un petit voyage là-bas parce que c'est quand même un petit peu à l'autre bout du monde et donc un petit peu cher. Donc en attendant, je m'évade grâce aux lectures dans ce pays merveilleux qu'est la Nouvelle-Zélande. Et là, on va suivre beaucoup de personnages, mais donc à travers un récit très long parce qu'il fait en audio 24 heures d'écoute. Il a même dépassé le Seigneur des Anneaux qui en faisait 22. J'étais là, waouh, il doit être comme as le pavé, franchement. En audio, donc ça, moi je l'écoute en version normale, je l'écoute pas en vitesse x2 ou x machin, parce que je trouve que ça sert à rien, entre guillemets. Augmenter la vitesse juste pour lire plus, j'en vois pas l'intérêt. Moi je suis là pour passer un bon moment de lecture, donc je l'écoute à une vitesse normale. Bref, parenthèse fermée. Donc, ce roman, on va suivre plusieurs personnages à l'intérieur, notamment celui d'Hélène et de Gwynaëra, qui sont respectivement Hélène, une professeure / un petit peu dame de compagnie d'une famille où elle va enseigner les bonnes manières ainsi que l'école à deux jeunes garçons, dont un qui est plutôt prometteur et l'autre, l'inverse, complètement, il s'en fout de l'école, lui, c'est pas sa came. Et Hélène, elle est terriblement triste parce qu'elle commence, entre guillemets, à être vieille, pour l'époque, donc 1800 ou 1700 et quelques, je ne sais plus exactement, et elle n'est toujours pas mariée. Et pourtant, elle rêve de fonder une famille, d'avoir un mari, d'avoir des enfants. Et pour cela, elle va répondre à une petite annonce de la paroisse qui recherche des femmes pour des hommes en Nouvelle-Zélande. Et donc, à côté de ça, nous avons Gwynaëra, qui est une jeune fille de bonne famille, et qui n'a pas, entre guillemets, spécialement d'avenir dans son pays, à part se faire marier à un homme riche, juste pour que les deux familles soient encore plus riches, et donc avec les meilleures dispositions pour les futurs héritiers. Sauf que ça l'agace un peu, elle est jeune, elle est fougueuse, elle adore monter à cheval, et elle est donc l'une des héritières des éleveurs de moutons du pays de Galles. Et donc sa passion, c'est les moutons. Elle a des chiens style border collie, qui sont des chiens excellents pour l'élevage et le parquage des moutons, et donc elle les élève, sauf que donc une fille qui monte à cheval, et en plus, pas en Amazone, voyons, et donc qui s'occupe des chiens, des moutons et de tout ce qui est un petit peu trop masculin, ça la fout mal. Jusqu'au jour où il y a un éleveur néo-zélandais qui vient dans son élevage à elle pour négocier avec son père la vente de nouveaux moutons pour son cheptel en Nouvelle-Zélande. Et en même temps, il va jouer aux cartes et il va parier la main de Gwynaëra avec son fils qui est resté en Nouvelle-Zélande. Et devinez quoi, il va donc gagner et il va remporter la main de cette jeune femme qui va aller marier à son fils qu'elle n'a donc jamais vu en Nouvelle-Zélande. Et c'est là que le destin de Hélène et Gwynaëra va se croiser parce qu'elles vont toutes les deux prendre le même bateau pour se rendre donc dans ce nouveau pays. Et pendant que cette traversée très longue qui va presque durer 6 mois, les deux jeunes femmes vont se lier d'amitié, Hélène étant la préceptrice de plusieurs jeunes filles que l'on envoie également en Nouvelle-Zélande, parce qu'il n'y a certes pas assez de femmes là-bas vu que c'est un pays de colons, et il n'y a donc pas assez de boniches non plus. Ils ont récupéré plusieurs jeunes filles de l'orphelinat dont personne ne veut en Angleterre, et ils les rapatrient en Nouvelle-Zélande. Donc pendant la traversée, Hélène va essayer de les éduquer, de les rassurer aussi, parce que c'est des gamines qui sont pas du tout en âge de travailler ni rien,
Donc elle va essayer de les rassurer, de les éduquer, de leur fournir un petit peu plus d'amour et d'avenir que ce qu'elles avaient au niveau de l'orphelinat. Et elles vont donc se lier d'amitié également avec Gwynaëra, de par le fait qu'elle est une chienne qui est absolument magnifique, qu'elle a emmenée avec elle, et qui va attirer les enfants, évidemment. Et les jeunes femmes vont donc lier d'amitié. Le problème, c'est que Hélène est vouée à un certain Howard O'Keefe, et Gwynaëra, elle est vouée à Lucas Warden, qui sont deux éleveurs de moutons ennemis. Et donc, évidemment, qu'à partir de là, le mari de l'une et le beau-père de l'autre, étant ennemis, ils vont refuser après que les jeunes femmes se voient, qu'elles aillent sur les terres l'un de l'autre, parce que ce sont des ennemis mortels, jurés, et donc si eux ne s'aiment pas, le reste de l'humanité ne doit pas s'aimer non plus. Et arrivé, bien sûr, en Nouvelle-Zélande, on va suivre, pareil, le destin de ces deux jeunes femmes qui vont être écartées l'une de l'autre, mais également qui vont aller contre la vie de ces personnes et contre l'adversité, pour essayer toujours de se retrouver un petit peu en cachette, en tant qu'amies, comme ça, pour discuter de la vie et compagnie. Hélène va aller de désillusion en désillusion, parce que ce qu'on lui avait promis monts et merveilles avec un gentleman au niveau d'une lettre qui était dans une situation florissante au niveau de son entreprise de moutons, il va s'avérer qu'au final, tout est faux. L'homme n'est pas réellement un gentleman. La prose qu'il utilisait dans ses lettres, ce n'était pas lui qui les écrivait. Et au final, l'entreprise de deux moutons florissantes n'existe pratiquement pas, parce qu'il n'a que quelques bêtes qui sont rachitiques et une pauvre vieille cabane qui est en train de tomber en ruine. Donc il n'a pas vraiment de sous. Lui, il voulait juste une femme pour avoir un héritier qui reprenne la ferme, et Hélène s'est faite donc piéger. Du côté de Gwynaëra, elle va être, elle par contre, dans une très bonne famille, qui a des terres énormes et qui a un personnel conséquent parce qu'ils sont très riches, et qui vont utiliser également de la main-d'œuvre maori, parce qu'on va être dans une situation historique de conquête de la Nouvelle-Zélande, de colonisation même de la Nouvelle-Zélande, où le pays va appartenir entre guillemets à la couronne anglaise, et les Maoris sur place, soit tu dégages, soit tu te fais acheter, mais dans tous les cas la terre ne t'appartient pas. Parce que oui, ça se passe comme ça, la colonisation. C'est le blanc qui arrive, qui décide que c'est à lui, et que la personne sur place, elle a qu'à se dégager ou à se taire. Ouais, ça se passe bien. Mais donc, quand elle arrive sur place, elle va retrouver à peu près le même cadre que chez elle, si ce n'est que son mari n'a pas du tout le look, l'apparence et l'envie de reprendre la ferme des moutons. Aux grandes dames de justement donc son père, qui lui est vraiment l'archétype même d'un cow-boy dirigeur d'entreprise, qui va mettre la main à la pâte, qui va être H24 sur son cheval ou dans les champs ou en train de surveiller la tonte des moutons et compagnie. Son fils, c'est l'opposé. C'est un jeune homme élégant, aux mains fines, qui préfère la lecture, la peinture et les arts plutôt que le travail manuel, et qui ne voit pas en Gwynaëra autre chose qu'une femme par alliance. C'est tout. Et donc du fait qu'il ne soit pas tout à fait dans l'idéal que son père veuille, ils vont galérer à avoir l'héritier tant voulu pour récupérer la ferme finalement. Et en sachant que de toute façon, Gérald, donc le propriétaire de Keyword Station, la baronnie donc des moutons, qui est venue chercher donc Gwynaëra, pour lui de toute façon, il faut qu'elle fasse un héritier, elle est là que pour ça, et l'héritier sera forcément un mâle, parce que si c'est une fille, ça n'existe pas de toute façon, ce n'est pas une solution envisageable. Donc il y a de l'ambiance dans les deux camps, que ce soit côté Gwynaëra ou côté Hélène. Les deux ont chopé des désillusions assez sévères, et on va les suivre à apprendre à aller de l'avant, à aller au-delà de l'adversité, à aller au-delà de leur statut de femme, parce qu'on est quand même dans une société très patriarcale à l'époque. Et donc en tant que femme du 21e siècle, j'ai envie d'aller chercher ma casquette magique et de prendre tout ce qui pourrait énerver justement une lectrice du 21e siècle, parce qu'il y en a un bon paquet. Donc, ma casquette magique, avec mon chien dessus en plus. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous énerver? Voyons voir, prenons la casquette magique. Oh oui,
Donc de la misogynie, évidemment qu'il y en a, puisque donc on est, on est à peu près au 19e siècle, dans une société patriarcale, en pleine colonisation. Évidemment que la femme n'a pas son mot à dire. Alors celui-là, on l'a, mais puissance 8000. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre de dérangeant? Parce que, tant qu'à faire, continuons. Ah oui, du viol. Évidemment, viol et tentative de viol même, il n'y a pas de souci. Et je pense qu'on pourrait même rajouter celui-ci qui est la tentative d'inceste. Parce que, tant qu'à faire, rajoutons toujours plus gros. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre quand même dans ce chapeau, dans cette petite casquette magique? On a donc, oui, le patriarcat archi-puissant et présent qui est là pour écrabouiller toute personne inférieure à eux, c'est-à-dire tout, en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre aussi? Ah bah oui, du racisme. Évidemment que le racisme, il est plus que présent, vu qu'on est sur une période de colonisation. Donc la Nouvelle-Zélande a été découverte par les Maoris, mais les Maoris, bah, ils ont qu'à les dégager ailleurs, de toute façon, vu que le pays appartient à la couronne anglaise. Donc tu te soumets ou tu dégages. Basta, il n'y a pas d'autre solution. Et puis ce sont des sauvages, voyez-vous, donc il faut les éduquer à la blanche, parce que sinon, ça craint quand même. Ils marchent pieds nus, ils cuisinent des patates douces, quelque chose qui est absolument dégueulasse, puisque ça n'existe pas en Angleterre. Puis franchement, donc ce sont des sauvages ignares, ils ne savent même pas cuisiner les muffins et le Irish stew, franchement. Ça craint. Ils ne parlent pas anglais, et puis ils ont des dieux, mais c'est ridicule, ah oui, parce que parlons de la petite étiquette religion, parce que de toute façon, leur religion, c'est de la merde. Il n'y en a qu'une, c'est le christianisme, à la rigueur, peut-être le protestantisme. Donc, rasons tout et créons des églises et des temples, et écrabouillons leur religion, vu que, de toute façon, c'est des sauvages, ils n'y comprennent rien. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus dans cette petite casquette magique? Parce que franchement, réfléchissez à quelque chose qui pourrait vous énerver, il sera dedans. Tout ce que vous pouvez penser d'énervant existe. Donc arrêtons là ce petit jeu des clichés, mais ils sont tous dedans. C'est l'époque qui veut ça, il n'y a aucun souci là-dessus, il faut savoir vraiment se détacher d'un écrit du 21e siècle et d'un écrit qui se passe dans une autre époque, où donc on ne peut pas changer les mœurs, vu que ça n'existait pas comme ça dans le passé. Mais c'est vrai que il y a certains agissements, certaines remarques, certaines actions qui font un petit peu grincer des dents, surtout quand on est une femme et qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur de ce livre. On est là, ça ne se passerait pas comme ça tout à fait au XXIe siècle, ou alors il y aurait beaucoup de problèmes et des répercussions. Hein. Mais donc, bref, c'est un livre qui se fait en plusieurs étapes, entre justement les voyages entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande, entre les différents personnages qui sont donc sur deux stations de moutons différentes. Il y a un petit peu l'évolution au niveau du pays, tant culturellement que religieusement, que politiquement parlant. Donc il y a l'expansion de la Nouvelle-Zélande qui arrive petit à petit. Et au fur et à mesure des parties, j'ai trouvé que ça s'essoufflait un petit peu par moment, parce que il fait 24 heures le bestiau. Donc il doit faire au moins 800 000 pages. Il faut le tenir en haleine, le lecteur. Et il y a des moments, ça redescend un petit peu comme un soufflet. Ça remonte un petit peu au niveau de certaines péripéties ou de certains personnages auxquels on s'attache et on sent qu'il va y avoir une situation plus ou moins compliquée qui va arriver à la clé, ou certaines décisions des personnages où on sait pertinemment qu'il ne faut pas qu'ils fassent ça parce qu'ils vont aller au-delà de grands problèmes, mais qu'ils le font quand même. Donc on va voir vers où ça va nous emmener. Et je trouve qu'arrivé à la partie 3, tous les petits trucs là que je vous disais énervants de la casquette, ils sont tous là. Et ils sont exacerbés et ils explosent dans la partie 4 avec des personnages tous plus détestables les uns que les autres sur des nouveaux arrivants en plus, où on se demande comment c'est possible de faire d'un personnage qu'on a en plus envie de claquer ou d'étrangler au fil des pages. Ils sont imbuvables pour certains, et on n'en peut plus de les voir, ces personnages. Moi, personnellement, j'en pouvais plus. À chaque fois qu'il y avait une action avec lui ou elle, j'étais là, mais c'est pas possible d'être aussi tête à claque. Laissez-moi rentrer dans le livre, je vais faire un carnage. Et c'est fort dommage, parce que justement, cet épisode un petit peu d'essoufflement et cette continuité de personnages détestables, mixés donc à la petite casquette magique avec tous les trucs un petit peu énervants et grinçants comme ça,
Et ben, le livre qui partait super bien a finalement un petit peu descendu au niveau de la note et de mon ressenti final. Ce qui fait que c'était bien. Il y avait des bons comme des mauvais côtés. Il y avait des endroits très intéressants au niveau, entre guillemets, de l'action, avec des gros guillemets, parce que c'est vraiment un livre historique, donc il n'y a pas tant d'action que ça en soi. Au niveau donc du condensé, de l'avancée des événements autour du livre, avec certains personnages adorables. Moi j'adore Guinaera et Hélène. J'aime beaucoup aussi Marama et toutes les Maoris que l'on peut croiser, qui sont vraiment super sympas et intéressants. Mackenzie est mon personnage masculin favori. Bref, il y a plein de personnages que j'adore, mais il y en a que je ne supporte pas et que j'avais envie presque de tuer dès les premières pages, où plus ça allait et plus ils étaient irascibles, détestables et imbuvables, et j'en pouvais plus. Et donc, quand je vous dis 24 heures d'écoute. 24 heures d'écoute. Là, c'était long. Autant le Seigneur des Anneaux, qui en faisait donc entre 22 et 23, c'est long, mais je suis prise dedans parce que c'est quelque chose que j'adore. Que là, il y a eu des moments où j'étais un peu en mode « Bon, ça se finit quand le livre? J'aimerais bien en passer à un autre. » Et là, en général, c'est pas très bon signe. Je suis allée jusqu'au bout, mais c'est un tome 1, et je vous avouerai que si le tome 2 est aussi long et comporte des phases aussi compliquées au niveau, on va dire, des personnages ou autres, je suis pas sûre d'aller spontanément vers le tome 2, surtout si c'est quelque chose après de payant, parce que là, le premier tome était gratuit pour la découverte, mais j'ai pas été emballée à 300% au point d'aller payer pour un second tome, alors que j'ai pas eu la flamme, la pépite, le coup de cœur tant attendu pour ce livre. Je ne sais pas. Il y a d'autres écrits de Sarah Lark qui apparemment sont au niveau de la Nouvelle-Zélande, donc dites-moi tout au niveau des commentaires. Est-ce que vous avez lu cette saga du Pays du Nuage Blanc ou une autre? Est-ce que l'autre est meilleure, ou est-ce que à partir du deuxième tome, ça bouge entre guillemets un petit peu plus? Racontez-moi tout. Moi en attendant, c'était une expérience fort intéressante, mais qui a eu donc des hauts et des bas, et au final a plus eu tendance à me dire bon, j'aimerais bien que ça avance un peu plus, que ça bouge, voire même que ça se termine, parce que c'était long à force. Donc une lecture, enfin plutôt une écoute en demi-teinte. Et j'espère que la prochaine lecture que je vais choisir sera quelque chose, je pense, de radicalement différent pour trancher avec l'écoute que je viens juste d'avoir. J'espère qu'elle sera un petit peu plus dynamique, et j'en prendrai une plus courte aussi, parce que là, 24 heures, je vous avouerai que c'était peut-être un peu trop. Et rebonjour tout le monde! Je vous reprends très longtemps après, parce que je suis revenue de vacances, j'ai même déjà repris le boulot depuis une semaine, et j'avoue que tout s'est enchaîné, et il est temps que je reprenne la caméra pour vous parler des nombreuses lectures que j'ai réussi à faire pendant tout le mois d'août en fait. Donc on va commencer tout de suite parce que j'en ai beaucoup à vous présenter, et sinon ce vlog va être 6 fois trop long. Si on commence par l'audio pour continuer avec la séquence un petit peu précédente de ce vlog, je viens de terminer De Profundis, dont je vous mets la couverture juste ici, qui est une création Audible Studio originale et qui était disponible dans mon abonnement. Et j'avoue que ça m'intriguait particulièrement parce que l'héroïne principale c'est Clémence Poésy, et j'aime bien cette actrice. Et là on va être au niveau d'un monde un peu post-apocalyptique, où il est assez compliqué de vivre à l'extérieur parce qu'il est constamment balayé par des tempêtes de sable. Et donc les hommes se sont retranchés sous terre, d'où le titre De Profundis, et ils ont créé des colonies disséminées à droite à gauche et qui sont reliées par un réseau de tunnels. Sauf qu'un phénomène étrange va se passer au niveau d'une des colonies, il va y avoir des disparitions, et quand une enquête va être menée et que les personnes ont été retrouvées, c'est plutôt des morceaux de personnes qui ont été découvertes, et ils vont devoir enquêter justement sur ce qui s'est passé. Il va y avoir une séparation entre deux équipes, une qui va rester dans une première colonie et Clémence Poésy qui va donc aller dans une seconde, où elle va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui lui sont cachées, à elle, aux autres, aux colonies, et qu'il y a quelque chose d'étrange dans ces tunnels, dans cette profondeur souterraine. Il y a des choses qui sont pas très sympas pour les hommes, et peut-être qu'elles sont responsables du massacre qu'il y a eu lieu dans l'autre colonie, et elle va devoir mener l'enquête à ses risques et périls. Et
c'était assez intéressant, même si j'ai très vite trouvé que ça tournait un peu en rond, malheureusement. Parce qu'il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, et d'autres un peu moins. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est tout ce qui est au niveau de l'ambiance, parce que c'est Audible Studio qui le crée, et quand c'est un mini-podcast comme ça créé par eux, ils se mettent à fond dans tout ce qui est ambiance, au niveau de la musique, au niveau des bruitages, au niveau des effets sonores, au niveau vraiment de créer une bulle pour que le lecteur pense qu'il est dans les profondeurs, en même temps que Clémence Poésie, à traquer quelque chose. Et c'est vraiment bien fait, c'est très immersif, que ce soit l'écho des pas au niveau des parois rocheuses, que ce soit les bruits un petit peu spongieux et de succion quand ils vont marcher sur quelque chose de très gluant, les cris de détresse des personnes qu'il y a autour, les bruits bizarres des monstres qui les peuplent, ces tunnels, c'est très bien fait. Et les acteurs sont plutôt convaincants, même si je trouve que Clémence Poésie est vraiment dans un rôle où elle est très tranchante en fait, elle est très froide, elle est très inaccessible, et parfois elle peut être un petit peu, on va dire, agaçante du fait qu'elle soit très directe comme ça. Mais sinon, le contexte était pas mal, le mystère est assez vite résolu, point de vue que si on est habitué à ce genre, on se doute très vite de ce qu'il va y avoir au bout, mais on a envie d'aller voir ce qui se passe justement au fond de ces cavernes. On se doute de ce qui va se passer, il y a beaucoup de micmac, on va dire, on essaye de nous balader à droite à gauche avec des personnages qui sont énigmatiques ou bourrus ou qui veulent pas donner les raisons pour ceci ou cela, qui restent très secrets, mais donc on se doute bien que ces personnages, du fait de leur jeu d'acteur, ils dissimulent quelque chose. Un pan de vérité, une action quelconque, un passé un petit peu douteux, on se doute qu'il va y avoir quelque chose avec eux. Et c'est pour ça que j'ai à la fois bien aimé et un peu moins, c'est parce que j'ai bien aimé donc au niveau de l'ambiance, au niveau de l'histoire qui était très sympa et compagnie, mais au niveau donc de cette même histoire, on se doute assez vite vers quoi on va, et au final, c'est vraiment ça. Donc c'est un petit peu vite découvert, et même si j'avais envie d'aller jusqu'au bout, de découvrir réellement ce qui se passait, avec une fin qui est très sympa, même bien qu'un peu abrupte, et bien au final, je savais presque déjà ce qui allait se passer en cours de route, quoi. C'est un peu dommage. Donc c'est bien, mais c'est un petit peu court, et c'est un petit peu vite découvert, on va dire. Mais ça reste quand même une très jolie découverte. Si on bascule au niveau DSP, j'ai également lu le roman qui s'appelle L'Insane, dont je vous mets la couverture juste ici, et où je remercie énormément l'autrice de me l'avoir fait parvenir, pour m'avoir fait découvrir sa plume et son univers. Univers qui d'ailleurs, L'Insane, ça va être un tome 1 d'une grande saga concentrée sur des choses un petit peu noires, vous allez voir. Parce que dans L'Insane, on va suivre le personnage de Laura. Laura, qui est une jeune femme qui a, on va dire, tout pour plaire et avoir la belle vie. Elle a un mari qui l'adore, elle a des enfants qui vont très bien, qui travaillent bien à l'école, elle a une vie très agréable, des amis qui sont sympas avec eux, mais Laura, le problème, c'est qu'elle ne veut pas ça, elle veut, elle, une autre vie, elle aspire à beaucoup mieux, et elle aspire à beaucoup plus au niveau justement de l'argent. Elle est persuadée que sa condition ne lui convient pas, qu'elle est vouée à être beaucoup mieux que ça, au niveau d'une vie supérieure, tant intellectuellement que financièrement parlant. Sa vie, son statut d'épousée de mère ne lui convient pas. Et elle va se rapprocher d'un couple qui pour elle est l'idéal de ce qu'elle recherche, avec un mari qui est médecin, donc qui a une très belle position, qui gagne beaucoup d'argent, ils ont une très belle maison. Sa femme et lui ont déjà un enfant, et elle est enceinte de leur second. Et elle va essayer de se rapprocher d'eux, pas pour s'en faire des amis, mais bien pour essayer d'intégrer leur vie, voire même de leur voler. Parce que elle, son idéal, c'est eux. Et ce roman va être un petit peu classé en deux parties. La première, on va vraiment suivre Laura, et la seconde, où on va suivre plutôt Hugo, qui est un enquêteur de police. Et lui, il est chargé d'enquêter sur justement Laura, et un accident qui s'est soldé par la mort de plusieurs personnes. Donc lui, son but, c'est de trouver qui est Laura. Est-ce que c'est une jeune femme qui s'est retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment,
qui a fait de mauvaises rencontres, ou est-ce qu'il y a plus que ça derrière? Et je ne peux pas vous en dire plus sans vous spoiler tellement de choses, et c'est tellement frustrant parce que j'ai envie de vous en dire beaucoup plus sur ce personnage détestable qu'est Laura. Et je ne vais pas pouvoir vous expliquer le pourquoi d'elle est détestable, si ce n'est qu'elle a un caractère et un comportement horrible, mais qui est explicable, et que je ne peux pas vous l'expliquer, sinon je vais tout vous spoiler, et ce serait franchement vous gâcher la lecture de l'Insane. Donc franchement, lisez-le, en sachant que c'est un roman qui est assez noir, et qu'il va y avoir des thèmes assez durs évoqués dedans, notamment au sujet de cette fameuse Laura. Donc, lisez bien les avertissements et les trigger warnings qu'il y a avant. Et je vais pas vous les dévoiler ici, parce que sinon, pareil, je vais vous spoiler. Et c'est pas mon but. Donc, l'Insane, très intéressant, autour d'une psychologie de personnage qui est fortement intéressante là aussi, et Hugo, qui est un petit peu une introduction, on va dire, à ce personnage, parce qu'on va le retrouver dans les enquêtes des autres tomes. Et donc on est sur le début d'un personnage, l'introduction de ce que lui il est, d'un petit bout de son passé, d'un petit filet de son avenir. Et je pense qu'on va apprendre un petit peu plus à le connaître au niveau des autres tomes, et qu'on va comprendre pourquoi il agit comme ça au niveau des autres tomes, parce qu'il y a eu justement cette introduction dans le tome 1. Donc, je vous laisserai découvrir tout ça. Un grand merci une fois de plus à l'autrice pour me l'avoir fait découvrir. Elle a une plume vraiment machiavélique, mais très intéressante. Continuons dans les SP avec Beauté qui passe de Pierre Thierry, qui est un recueil de poésie, mais pas de poésie comme les autres, parce qu'il est uniquement composé de sonnets. Alors je vous avoue que c'est vrai, la poésie, moi ça remonte à très loin, et un sonnet, je ne me rappelais pas de ce que c'était. Je vous laisserai le découvrir en le lisant. Mais donc, ces sonnets vont être concentrés sur plusieurs mois de l'année, où il a compilé tous ceux qu'il a écrits pendant cette laps de temps. Et comme vous pouvez le voir au niveau des petits papiers, il y en a certains qui m'ont fortement plu, auxquels ça m'a un peu surpris parce que je suis pas très douée, on va dire, en poésie, et donc il y a des moments où je ne sais pas trop comment l'aborder non plus, si je comprends bien ce que l'auteur a voulu nous dire, ou est-ce que c'est un peu trop nébuleux pour moi. Il y a des moments, je suis un peu timide face à ce genre, et Pierre Thierry, il a un don, je dirais, parce qu'il sait manipuler la langue française, les mots, les expressions, et les rendre magiques au niveau du lecteur, où chacun va interpréter justement sa poésie à sa manière. Il va essayer d'interpréter un petit peu ce que l'auteur a voulu dire, mais surtout il va se laisser porter par les mots et leur musicalité. Et pour ça, cet auteur, il est vraiment étonnant et très fort, parce qu'à chaque fois que j'ouvre un de ses livres, je ne sais pas vers quoi je vais m'embarquer, et je n'ai pas besoin de le savoir, juste je me laisse porter en fait. Et là, il y en a vraiment, donc comme je vous disais, qui m'ont plu, qui m'ont fait sourire, qui m'ont ému, d'autres où j'étais un peu plus en retrait parce que je ne voyais peut-être pas trop ce dont voulait parler l'auteur, ou j'avais pas saisi l'essence même de ces mots, mais où dans tous les cas, j'ai passé un excellent et agréable moment de lecture qui m'a, une fois de plus, ouvert des nouveaux horizons, m'a fait apprendre de nouvelles choses au niveau de la poésie, avec donc ces sonnets, et comme ils sont découpés en fonction des mois qui passent, je serais curieuse de voir si, jusqu'à la fin de l'année, l'auteur va continuer à écrire des sonnets et va nous faire peut-être un tome 2 qui va aller jusqu'au mois de décembre, pourquoi pas. Je suis curieuse. En attendant, Beauté qui passe, c'est une très belle expérience de lecture. Et le dernier aspect dont je voulais vous parler, je vous mets la très jolie couverture juste ici, il s'agit de Souvenirs introuvables, et c'est un détail important, c'est une intégrale. Mais déjà, je commence par remercier l'autrice pour me l'avoir envoyée, parce que c'était une très très jolie découverte. Mais attardons-nous un petit peu sur cette belle couverture, qui est à la fois simple et originale, et qui comporte tous les éléments justement pour cette fameuse intégrale. Parce qu'il y a dessus tous les personnages principaux, et moi j'aime bien, je la trouve très jolie cette couverture, et donc que recèle Souvenirs introuvables. On va suivre Jade, et on va se retrouver avec elle, perdue, dans une chambre d'hôpital, où elle va se réveiller après un terrible accident de parapente, qui l'a laissée blessée physiquement et psychologiquement parce qu'elle est devenue amnésique. Elle ne se souvient plus de rien d'avant sa chute, elle ne sait plus qui elle est,
elle n'a aucun souvenir de ses parents, de sa famille, elle ne connaît pas ses amis, elle ne sait plus qui elle était, ce qu'elle faisait, est-ce qu'elle était étudiante, est-ce qu'elle était déjà en train de travailler, est-ce qu'elle était en couple ou non. Elle a tout oublié. Et elle va devoir justement réapprendre à vivre, réapprendre à se connaître, à reconnaître son environnement, ses amis, et elle va essayer donc de reconstruire un petit peu sa vie en essayant certes de chercher des bribes de mémoire et de souvenirs, en parlant avec des personnes ou en découvrant des documents, ou en retournant dans des lieux qui lui étaient familiers à l'époque, mais également en apprenant à mieux se connaître comme la personne qu'elle est actuellement. Et en cherchant certains souvenirs, elle va se rendre compte que c'était peut-être pas une si bonne personne que ça par le passé. Et elle va découvrir des facettes d'elle qu'elle n'aime pas pour la personne qu'elle est actuellement, et que certaines autres personnes finalement n'aimaient pas, parce qu'elle s'était faite peut-être beaucoup d'ennemis. Et est-ce que chercher sa mémoire ne va pas être au péril de sa propre vie, au vu de la personne qu'elle était avant? Et c'était très intéressant. Et ce que je vous disais tout à l'heure, que c'était un terme important que le fait de savoir que c'est une intégrale, c'est parce que c'est un roman qui regroupe 4 romans. Le premier et le dernier sont découpés autour du personnage de Jade, qui est donc le personnage principal qui va essayer de retrouver sa mémoire. Et à l'intérieur, il y a un tome pour Antoine et un autre pour Vanessa, qui sont 2 personnages cruciaux de cette intégrale, et où je ne peux pas trop vous en dévoiler non plus, sans venir vous gâcher le plaisir en vous divulguant des informations assez vitales. Donc, je ne dis rien, je vous laisserai le découvrir. Mais sachez donc que l'autrice, elle a un super pouvoir, c'est de vous faire douter. Tout le temps, à chaque ligne, en fonction des personnages, parce que certains ont des caractères assez particuliers. Jade, on sent que c'était pas un personnage très appréciable par le passé, et au vu de son caractère, on comprend pourquoi. Certains de ses agissements sont assez douteux, explicables pour certains et un peu moins pour d'autres, et elle arrive, donc l'autrice, à nous dépeindre des personnages, mais qui sont à la fois ni tout blanc ni tout noir, qui sont toujours nuancés, et auxquels on arrive à se forger une opinion, et qui au final vont avoir un comportement, un rebondissement, un fait, un acte, quelque chose qui va faire revirer la situation du livre et qui va nous faire finalement douter de l'opinion qu'on s'était forgée sur ce personnage. Ça va nous faire revenir en arrière, ça va nous faire réfléchir et ça va nous faire peut-être changer d'avis sur si on aimait ou non le personnage, sur au final des circonstances atténuantes ou non, et elle va nous laisser juge quand même de si on va aimer ou non tel ou tel personnage par rapport à ce qu'il a fait ou dit. Et c'est vraiment bien joué. Et heureusement que c'était une intégrale où j'avais vraiment tous les tomes d'un coup, parce qu'elle a un deuxième super pouvoir, cette autrice, c'est de faire des cliffhangers putassiers à chaque fin de tome. Et c'est horrible. Quand on arrive à un moment crucial, ça va crescendo, et qu'on voit épilogue, on se dit comment? Non, attends, il manque trop de réponses à toutes les questions, on est en plein dans l'action, ça ne peut pas couper là, et si. Et en plus, quand on coupe le tome, on bascule sur un autre personnage qui nous laisse totalement dans l'expectative, mais heureusement que j'avais tous ces tomes à la suite, parce que ça aurait été terrible et frustrant de ne pas connaître la suite tout de suite, parce que j'ai enchaîné donc l'intégrale des 4 tomes. Et heureusement, parce que franchement, couper en plein comme ça dans le suspense ou un rebondissement et à nous exploser au visage comme ça aurait été terrible, mais c'est terriblement bien joué justement de la part de l'autrice parce qu'elle sait accrocher le lecteur et lui donner envie d'aller jusqu'au bout. Donc je vous laisserai découvrir cette intégrale. Franchement, misez sur l'intégrale et pas sur les tomes un par un parce que, croyez-moi, vous allez être terriblement frustré sinon en plein milieu. Et voilà, j'en ai terminé maintenant avec les SP. Je vais vous présenter maintenant ce que j'ai réussi à lire, que j'avais emprunté à ma médiathèque, en commençant par cette pépite. Outre Sable de Hugh Howey, publié ici aux éditions Actes Sud. Et je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos précédentes, mais au cas où, elles seront quelque part dans le petit par ici. Mais j'avais lu Silo de cet auteur qui m'avait moyennement convaincue. Mais à la base, j'avais voulu découvrir sa plume, qui apparemment est un pilier de la science-fiction, avec Outre Sable,
et récemment avec la suite qui s'appelle Outre-Dune. Et Outre-Sable, je sais pas pourquoi, mais j'ai des feelings comme ça, un petit peu des sensations, où quand je vois un titre, un résumé, je me dis, celui-là. Celui-là, je sens que quelque chose de très fort va se passer entre nous à la lecture, et je sens que je vais aimer. Et là, c'est ce qui s'est passé. Avec Silo, j'avais pas eu ça, je m'étais dit oui, ça m'intrigue, ça a l'air pas mal. Mais je sais pas pourquoi, avec Outre-Sable, j'étais là, oui, ça va matcher. Et ça l'a fait. C'était génial, une véritable pépite qui va très certainement se retrouver dans les meilleures lectures 2024 parce que j'ai adoré. Et je veux terriblement lire Outre-Dune maintenant et je ne l'ai pas sous la main. Il va être classé dans ma wishlist et peut-être basculer dans ma palle parce que j'ai très envie de l'acheter maintenant que j'ai lu celui-ci qui a une fin qui en soi est une bonne fin, mais c'est vrai que ça pourrait appeler une suite. Et l'auteur a mis très longtemps avant de l'écrire cette suite, et maintenant que je sais qu'elle existe, qu'elle est disponible, j'ai vraiment envie de la lire. Mais passons maintenant au résumé. Car depuis des siècles, le sable a tout englouti. À la surface, battu par des vents et harcelé par les dunes mouvantes, un nouveau monde essaie tant bien que mal de survivre. À sa tête, les plongeurs, une petite élite qui descend toujours plus profond à la recherche des artefacts de jadis, prisés comme autant de trésors. L'un de ces plongeurs s'apprête à partir à la recherche de Danvar, la cité mythique objet de tous les fantasmes. Pour espérer la trouver, Palmer sait qu'il faudra atteindre des profondeurs jamais encore explorées. Et si elle n'existe pas, sa combinaison de plongée sera son sarcophage. Qu'est-ce que c'était bien! Purée, que j'aime la science-fiction comme ça, qui se passe sur une planète ou peut-être la nôtre, on n'est pas tout à fait sûr, et qui va chercher des civilisations antiques, qui peut-être même c'est notre civilisation à notre époque qu'il recherche parce que tout a été englouti par le sable, et le but justement c'est qu'il plonge à des profondeurs de fou, avec une combinaison comme ça, vous voyez un petit peu... C'est pas un cosmonaute qui part dans l'espace, mais c'est un explorateur qui va s'enfouir dans le sable pour plonger à des profondeurs encore donc inexplorées et chercher des débris d'objets, des éléments du passé et des cités antiques ensevelies qui vont permettre de découvrir certes des pans de leur passé, mais également beaucoup d'objets qu'eux vont pouvoir venir récupérer, recycler, désosser et revendre à des très bons prix. Mais il y en a qui sont là donc pour l'exploration et il y en a d'autres qui sont là pour l'argent et pour la gloire. Et évidemment que entre ces deux-là, il va y avoir des conflits, il va y avoir ceux qui vont essayer de découvrir la cité pour la science, entre guillemets, pour le savoir, pour pouvoir subvenir aussi aux besoins de leur famille, et il y a ceux qui sont là pour récupérer toute la gloire et pour récupérer tous les bénéfices de ce qui va être trouvé. Et il va y avoir une guerre sans merci entre ces personnages qui ont tout perdu parce que le sable leur a tout pris et qu'il est très difficile de vivre dans ces conditions, dans ces cités battues par les vents et par les sables, avec une température épouvantable, avec un vent constant et donc avec du sable plein la tronche tous les jours. Et ils n'ont pas d'argent ces gens, ils n'ont quasiment pas de quoi subvenir à leurs besoins et c'est justement en récupérant ces matériaux qu'ils peuvent réussir à aller de l'avant. Et quand il va y avoir cette guerre qui va arriver, tout va changer. Tout va changer, tout va basculer. Et on arrive justement à cette fameuse fin qui est bien, mais qui peut donner tellement plus derrière, justement avec ce fameux Outre-Dune. Oh, que j'ai envie de lire Outre-Dune parce que là, les personnages sont incroyables et on a envie d'encore plus d'exploration. Moi, j'ai envie, c'est vraiment concentré d'ailleurs sur les personnages, sur leur psychologie et pas trop sur l'exploration. Et moi, j'aimerais un peu plus d'exploration, j'espère, un peu plus d'exploration au niveau d'Outre-Dune, même si je sens que il va y avoir ces révélations, ces conflits et ces attentes qu'il va y avoir par la fin avec ces personnages qui vont dans le lointain, je n'en dirai pas plus. J'ai terriblement hâte de découvrir la suite, vous pouvez pas savoir à quel point. Donc, vraie pépite. Et mon feeling avait raison, j'ai adoré cette merveilleuse lecture. On va basculer un tout petit peu sur du graphique et après on va revenir sur le dernier roman que j'ai pu lire. Et est-ce qu'on parle de cette petite merveille qu'est L'Aquicorne de Kay O'Neill,
qui est publié chez Bliss. C'est marqué ici. Et on reparle de ce petit dragon absolument trop mignon. J'ai adoré. Franchement, je voulais découvrir la plume de Kay O'Neill. Hop. Hop. Et voilà, la dernière pour la route. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette découverte qui s'est faite totalement au hasard parce que à la base je cherchais l'autre œuvre qui est Le Cercle des Dragons de thé, quelque chose comme ça qui m'intéressait tout particulièrement. Et au final, je suis tombée sur celui-ci parce que l'autre était emprunté et j'ai adoré. Il était parfait en plus pour l'été parce qu'on va parler de la mer, de l'océan et de son enjeu au niveau de la nature. Parce qu'on va suivre cette petite fille qui s'appelle Lana, qui va suivre son père dans le village de son enfance pour aider sa tante à réparer les dégâts qu'une tempête a causés dans son village. Et c'est un village qui est donc près de l'eau, et elle va se rendre compte que dans cette eau, il y a des créatures fantastiques, merveilleuses, fabuleuses, que sa tante connaît, et donc il y a bien des secrets derrière qui sont reliés à l'océan, à sa mère disparue, à cette petite, et au village tout entier. Et c'était beau, avec des très jolis messages au niveau de la nature, de la protection de la faune, de la flore, de l'océan, de la nature, de la surconsommation, de l'acceptation de soi. Bref, il y a de très beaux messages dedans qui sont portés par une très jolie plume, par un dessin très doux, très beau, porté également par une colorisation maîtrisée mais chatoyante, merveilleuse, qui en met plein les yeux. C'était vraiment très très beau et doux. Et maintenant que je l'ai lu, j'ai vraiment très envie de découvrir ce fameux dragon de thé dont tout le monde parle et qui a enchanté énormément de personnes également, parce que celui-ci, moi en tout cas, j'ai adoré. Ah, ce petit dragon beaucoup trop mignon, et j'ai envie de découvrir maintenant ceux qui font du thé. Ensuite, j'ai pu lire Uki, qui je pense est un premier tome, même si ce n'est pas marqué. C'est de Myriam Bonastre-Tour et c'est publié aux éditions Dupuis. Et ça serait parfait pareil pour le pumpkin parce qu'on est sur des petits sorciers tout mignons. Avec un design qui lui est un peu plus particulier, je dirais. C'est assez chargé et mignon en même temps, ce qui est assez un mélange détonnant. C'est sympa, mais j'avoue ne pas avoir été plus emballé que ça non plus. Parce qu'on est sur ces deux petits personnages qui sont Dany et Dorian, qui sont donc des jumeaux sorciers, qui apprennent un petit peu à maîtriser leur pouvoir, parce que l'un est assez fort en magie et l'autre est assez fort en navigation de balai, on va dire. Et inversement, l'autre ne sait pas trop faire la magie et l'autre ne sait pas trop voler avec son balai, donc ils s'entraident comme ça. Et ils doivent se rendre à l'école de magie, mais ils ont loupé le bus pour y aller. Et en essayant de le rattraper, ils vont se retrouver embarqués dans une aventure de folie, où il y a des gens qui sont contre les sorciers et d'autres qui sont pour, et eux ils vont se retrouver un petit peu au milieu comme ça, et ils vont essayer tant bien que mal de se dépêtrer de cette situation, donc en ne sachant pas très bien utiliser leur pouvoir. C'est sympa, c'est mignon, avec un design qui peut être donc un peu particulier, mais très chou au niveau quand même de certaines planches. Mais je sais pas, j'ai bien aimé, mais sans plus, donc je suis pas sûre d'aller vers le tome 2 spontanément. Je sais pas, j'ai pas été transportée ou touchée comme j'ai été par la Quicorn. Parce que oui, moi j'ai trouvé ça sympa, mais ça m'a pas transcendé plus que ça. Donc je pense que je vais m'arrêter au tome 1 au niveau de cette saga. Ah, celui-ci, je vous disais, quand je l'ai trouvé à la médiathèque, j'étais très contente. Parce que n'ayant jamais lu les romans, et ayant un petit peu la flemme et l'appréhension de me lancer dans une nouvelle saga qui compte pas moins de 8 romans, tous plus ou moins pavés, avoir trouvé le roman graphique, ça me plaisait bien. Donc j'ai enfin pu découvrir Les Gardiens des Cités Perdues, qui est là la première partie du volume 1. Le roman est donc écrit par Shannon Messenger, et ici il a été adapté par Célina Fren et illustré par Gabriella Chianello. Et c'est publié aux éditions Lumen. Et au niveau du dessin, c'est très joli, c'est plutôt bien pareil, colorisé, avec des personnages qui font très jeunes, qui, je pense, permettent de s'attacher beaucoup à eux quand on est plus jeune, justement, au niveau de l'âge que moi. Et où on va découvrir que Sophie, donc l'héroïne que l'on a sur la couverture juste ici, eh bien, elle a d'étranges pouvoirs alors qu'elle se pensait malade. Elle a le pouvoir d'entendre la pensée des gens, et pour elle,
elle était juste malade, peut-être schizophrène ou quelque chose comme ça. Elle se rend compte qu'au final, en rencontrant ce garçon, qu'elle n'est pas humaine et qu'elle n'est pas malade, mais qu'elle a des pouvoirs en fait. Et même, comme elle n'est pas humaine, elle ne vient pas de la Terre, elle vient d'un autre monde qui est complètement fantastique et qu'il existe plusieurs autres mondes justement emplis de magie et de personnes qui, comme elle, ont des super pouvoirs. Et elle va apprendre donc qui elle est réellement, elle va apprendre à apprivoiser ses pouvoirs, ses nouveaux mondes, quelles sont ses cités perdues et peut-être essayer d'en devenir l'un des gardiens justement. Mais pour ça, ça va demander beaucoup de travail parce que au final, comme elle était sur Terre et qu'elle était ignorante de sa condition, elle a beaucoup à apprendre. Et on va suivre donc son apprentissage au sein d'une école avec d'autres personnes qui vont soit s'attacher à elle, soit au contraire la détester, comme dans toutes les écoles et comme dans tous les romans finalement, il faut bien qu'il y ait des amis et des ennemis. Et elle va donc essayer d'aller au-delà de son appréhension, de ses peurs, parce qu'elle ne s'en sent pas très sûre d'elle-même, au vu de justement de tous ses pouvoirs et qu'elle essaye de les dissimuler quand elle était humaine, entre guillemets. Elle va essayer d'apprendre tout ça, et au final, le premier tome est assez introductif, et appelle donc à une partie 2, bien évidemment. Partie 2 que je lirai certainement avec curiosité, parce que c'était intéressant, c'est très joli, ça se lit bien, avec une ambiance un petit peu magique, un apprentissage un petit peu d'école de magie, sorcellerie, / monde merveilleux, qui, je pense, devrait convenir aux plus jeunes, ou entre jeunesse et young adultes, et qui, moi, m'intrigue. Mais je pense m'intrigue qu'au niveau graphique, parce que je ne pense pas me lancer, après la lecture de ce roman graphique, je ne pense pas me lancer dans la lecture du roman dit classique. Je pense que c'est trop jeunesse, justement pour moi, et que j'ai un peu plus, on va dire, évolué depuis que je suis un peu trop vieille, adulte, pour me lancer dans cette saga et l'apprécier pleinement à sa juste valeur. Je l'aurais lu il y a quelques années, je pense que j'aurais adoré, au même titre que Harry Potter qui avait donc bercé mon adolescence. Je pense qu'à la même époque, ça l'aurait fait. Mais là, il y a un petit décalage entre la moi d'avant et la moi de maintenant, donc je pense peut-être lire la suite au niveau de graphique pour pouvoir voir au moins la finalité du premier tome, mais pas donc au niveau des romans, et surtout donc il y a au moins 8 tomes qui sont des pavés énormes comme ça, et qu'au milieu de ces 8 tomes, il y a des 8.5, des 7.6, des 3, des bidules. Oh là là, je vais m'embarquer dans un truc. On va aller ailleurs pour le moment. Peut-être que j'y reviendrai un autre jour, un autre moment où je serai d'un avis plus propice à la lecture de cette saga, mais en attendant, c'était sympa, mais donc un peu trop jeunesse pour moi. Et je vais terminer avec ce dernier roman, parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé, La Cité oubliée de Hermine Lefebvre, publié aux éditions Scrinéo, avec cette couverture. Cet objet-livre est vraiment magnifique, et si vous me laissez vous montrer l'accroche des chapitres, ils sont tout aussi beaux. Hermine Lefebvre, j'aime bien ce qu'elle fait, parce que je l'ai découvert dans le cadre du PLIB avec le roman Cathédrale, que j'avais trouvé vraiment super chouette, avec une excellente ambiance. Et à l'intérieur, je retrouve certains de ces éléments de cathédrale au milieu de cette cité oubliée, qui est très intéressante. Parce qu'on va se retrouver au cœur d'une nouvelle Venise, on va dire, mais une Venise un petit peu plus magique. Parce qu'il va y avoir une autre technologie, il va y avoir des gens qui ont des pouvoirs, plus ou moins intéressants pour d'autres pour pouvoir se les approprier, et il va y avoir une quête, une recherche autour d'une cité oubliée, une cité engloutie, l'ancienne Vénétia, justement. Et nos personnages à l'intérieur sont en quête de cette fameuse cité oubliée qui recèle monts et à merveilles et qui recèle surtout du pouvoir. Et il y a beaucoup de gens qui convoitent ce pouvoir, en bien comme en mal. Et il est intéressant ce livre, franchement j'ai passé un bon moment de lecture. En plus, comme je vous disais, j'ai retrouvé des éléments un petit peu de cathédrale dedans, au niveau de l'univers magique, au niveau de la plume envoûtante, au niveau de personnages bien construits. Et dedans il y a également beaucoup de représentations, avec même le pronom Yel, qui permet de désigner donc les personnes non binaires. Et j'avoue que j'avais un peu buté au niveau de la lecture dessus, parce que c'est un mot qu'on n'a pas l'habitude de voir, enfin en tout cas que mon cerveau n'a pas l'habitude de voir, et comme c'est un mot qu'il ne connaît pas, il butait à chaque fois dessus, et au fur et à mesure de la lecture ça commençait à aller mieux, mais c'est vrai que quand on n'est pas habitué, c'est assez déroutant. Mais donc passé ces moments un petit peu d'étonnement,
C'était très sympa. Un petit peu trop young adulte pour moi, je pense que j'étais vraiment dans une période où je voulais lire que de l'adulte. C'était quand même très joli, très dépaysant, avec un système magique complexe mais bien pensé, très justement reporté au niveau de la Venise que l'on connaît, en reprenant certains éléments et en les faisant dévier pour qu'ils soient intégrés au système de magie. C'est très sympa, avec de très belles idées, un très bel objet livré également. Moi franchement, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui doit apprécier La Cité oubliée, parce que c'est un très joli roman, avec vraiment de belles idées, mais donc plutôt axé young adulte. Et donc c'est avec lui, je pense que je vais conclure probablement cette vidéo, parce que quand je vois le timer, je me dis que 2 séquences, ce sera largement suffisant pour faire un vlog beaucoup trop long. En attendant, j'espère donc que ces séquences de vlog vous auront plu. N'hésitez pas comme d'habitude à utiliser la section des commentaires pour qu'on échange tous ensemble dessus. Et donc moi, je vais couper ici. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et on se retrouve plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!